Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans ce webinaire sur le bâtiment et la neutralité carbone. Alors, donc ce webinaire se déroule dans le cadre de... alors, je suis désolée parce que je pensais avoir ouvert mon document et visiblement, il y a un petit bug. Voilà qui apparaît. Normalement, est-ce que vous voyez bien mon document? Donc, voilà, donc je suis Véronique Pape, directrice de Construction 21 et je suis très heureuse de vous accueillir pour ce webinaire donc sur le bâtiment et la neutralité carbone. Donc un webinaire qui se déroule dans le cadre d'une initiative Relance verte qui a été lancée par notre président Christian Brodag, ancien délégué interministériel au développement durable, et qui regroupe aujourd'hui déjà une quinzaine d'associations, d'entrepreneurs engagés pour une économie plus verte. Donc aujourd'hui, toute la journée, il y a des webinaires sur différents sujets, dont le sujet de la construction. Donc vous pouvez suivre ces différents webinaires si vous le voulez. Il y en a encore quelques-uns qui se jouent cet après-midi. Et puis bien sûr, vous êtes les bienvenus pour rejoindre cette initiative Relance verte. Alors peut-être avant de rentrer dans le détail dans le vif du sujet, je vous propose de présenter rapidement Construction 21. Donc Construction 21, c'est une association et un média social qui a été créé en 2012 et dont l'objectif est de contribuer à accélérer la transition du secteur du BTP et donc de tout ce qui concerne la ville, les territoires et les bâtiments vers une moindre consommation carbone et vers des pratiques plus durables. Donc derrière ce média Construction 21 qui s'est construit au fil de temps, donc qui est une plateforme collaborative sur laquelle les professionnels peuvent à la fois publier de l'information, partager leurs expériences et leur savoir-faire, mais aussi s'informer. Et donc derrière ce média, il y a une communauté de professionnels engagés qui militent et qui tous les jours travaillent à imaginer et à mettre en œuvre de nouvelles solutions. Donc il y en a quelques-uns qui sont avec nous aujourd'hui, avec lesquels nous avons discuté de ce sujet bâtiment bas carbone. Et puis, le site Construction 21 et cette association est pilotée par une équipe de communicants spécialistes de la construction durable. Donc, nous essayons de travailler à la fois à travers notre plateforme et également tout un tas d'autres outils de communication, notamment les réseaux sociaux, pour porter le plus loin possible la parole de ces sujets de la construction durable. Nous sommes également l'organisateur des Green Solutions Awards, donc un concours à la fois français et international qui met en scène des bâtiments, des quartiers et des infrastructures durables, exemplaires, avec un objectif d'à la fois de faire émerger des solutions et des projets innovants pour les montrer, pour montrer comment on peut faire et surtout montrer avec qui, puisque les professionnels qui proposent ces projets sont des professionnels dont on aimerait que toutes leurs solutions deviennent le standard du marché demain. Et donc, c'est un excellent outil d'inspiration pour faire évoluer les pratiques de la profession en général. Donc, je vous invite à nous rejoindre sur construction21.fr. Le site est ouvert à tous, gratuit. Chacun peut y lire, s'informer, mais également publier de l'information. Donc, voilà pour Construction 21. Ce thème, le thème d'aujourd'hui que nous allons traiter ensemble avec nos invités, donc bâtiment et neutralité carbone, nous allons l'aborder avec trois questions, trois angles. Vous le savez, les accords de Paris prévoient d'œuvrer pour réduire notre réchauffement climatique en deçà de 2 degrés Celsius. Et pour ça veut dire qu'il faut qu'on atteigne la neutralité carbone en 2050. On voit bien qu'on en est encore très très loin. On sait aussi que le bâtiment, c'est un des secteurs sur lesquels il y a le plus d'enjeux, puisque le secteur pèse pour à peu près un quart des émissions de gaz à effet de serre et des consommations d'énergie. C'est aussi un secteur sur lequel il y a beaucoup de solutions disponibles, et donc on va en avoir un petit aperçu avec nos intervenants tout à l'heure. Mais aujourd'hui, nous vous proposons d'organiser notre discussion autour de trois thèmes. Le premier thème, c'est la rénovation thermique du bâtiment. Le deuxième thème, c'est le bâtiment zéro carbone, le bâtiment zéro énergie, pardon, et le troisième, le bâtiment zéro carbone.
Donc je n'en dis pas plus puisqu'on a des intervenants qui sont tous très experts du sujet qui pourront nous faire partager leurs expériences. Et sur chacun des sujets, je vous propose qu'on commence par bénéficier de la vision du chercheur, donc par Julien Hans, qui est directeur énergie-environnement du CSTB et directeur du CSTB Grenoble. Donc Julien, bonjour. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Julien, tu nous donneras sur chacun des trois sujets que je viens de citer l'angle, la vision un peu globale pour nous aider à poser le contexte et le décor. Ensuite, nous aurons l'éclairage de Laurent Rosset, qui est président de Novabuilt, cluster du BTP de la région Pays de Loire, qui est comme le CSTB un membre de l'association un membre très actif de l'association Construction 21. Bonjour Laurent. Ah, Laurent n'est pas encore branché. Il nous dira bonjour tout à l'heure. Et ensuite, nous avons Marc Campesi, architecte et ingénieur, concepteur de tas de projets très innovants et qui a notamment gagné il y a 2 ans un prix international des Green Solutions Awards avec un projet de rénovation particulièrement intéressant, donc la rénovation d'une entreprise, du siège d'une entreprise dans la région lyonnaise. Bonjour Marc. Donc je vous propose de par notre premier sujet et peut-être Julien, je vais te laisser la parole. Je voudrais que tu me dises, à ton avis, comment est-ce qu'on peut imaginer arriver à rénover la totalité de notre parc d'ici 2050 ? Et quels sont les enjeux de la rénovation thermique ? Julien, c'est toi. Oui, je suis là. Les enjeux de la rénovation vont être extrêmement nombreux. Vous avez en tête ou pas d'ailleurs en réalité, on va commencer comme ça. On est sur un angle d'attaque de bâtiments neutres en carbone, ou en tout cas de notre activité au sens large neutre en carbone. Et on est en face d'une chose assez inédite, c'est qu'on voudrait être neutre en quelque chose et on est aujourd'hui dans l'incapacité assez globale de caractériser en fait ce que l'on émet. Alexia, je ne sais pas si on a accès à la présentation d'ores et déjà. Normalement, j'ai l'impression de pouvoir. C'est ça. Tu peux activer toi-même l'avancement, Julien, avec les flèches vers la droite. Et c'est Lord Kelvin qui nous dit ça depuis très très longtemps aujourd'hui. Mais si je ne sais pas mesurer les choses, je ne vois pas comment je peux progresser. Et je crois qu'il faut qu'on sache d'où on part. Aujourd'hui, sur nos objectifs, que ce soit de rénover notre parc ou de faire des bâtiments ou des quartiers les plus faiblement émetteurs de CO2 possible, il faut qu'on accepte d'abord l'idée qu'il faut qu'on mesure tout ça et qu'on comprenne quels sont les leviers d'action et ce qui pèse sur les choses. Et très clairement, si on s'interroge en tant que citoyen, on va s'apercevoir qu'on est très très peu à l'aise avec ça. On sait tous combien on dépense à peu près chaque mois, ça c'est bon. On sait combien consomme une voiture en litres d'essence, tout ça on sait, mais sur d'autres sujets comme les émissions de gaz à effet de serre, qui restent notre ennemi public numéro 1, on est un peu perdu. Alors pour avancer là-dessus, d'abord partageons justement sur les grands enjeux. La neutralité carbone ou les objectifs aujourd'hui que l'on a, qui seraient de descendre d'abord à 2 tonnes de CO2, c'est les accords de Paris qui veulent ça, 2 tonnes de CO2 émis par année et par citoyen. Qu'est-ce que ça représente par rapport à l'état actuel en 2020 ? En 2020 ou en 2018, en l'occurrence, si on regarde le graphique, un citoyen français, il émet 11 tonnes de CO2 par an. 11 tonnes de CO2 par an, donc on voit bien les enjeux. Il va falloir couper ça en 5 et plus pour arriver ne serait-ce qu'à 2 tonnes. Alors j'essaye de partager avec vous une image un peu mentale de ce que représentent ces 11 tonnes de CO2. D'abord bien comprendre que pour ce citoyen-là, c'est une part de sa mobilité, une grosse part de sa mobilité, un quart de ce qu'il consomme au quotidien, et puis un quart son cadre bâti. C'est important de se le redire, et puis je zoomerai juste après, puisque c'est quand même, on est intéressé aujourd'hui par la rénovation, par la construction de bâtiments et de quartiers, donc c'est important de zoomer ensuite sur ce quart-là pour comprendre un peu les choses. Mais bon, 11 tonnes pour fixer les idées. Si vous vouliez les effacer, d'abord, il faudrait en fait avoir 11 mètres cubes de bois en croissance chaque année pour compenser vos émissions. Voilà, ça c'est
très simplement pour se le redire. Et hier, on avait une très belle intervention de Raphaël Ménard qui nous rappelait que chaque individu sur Terre vit sur une petite île de 250 mètres de côté, d'accord, avec beaucoup d'eau quand même dedans, puisque la planète, c'est beaucoup d'eau. Et donc, si on voulait faire pousser 11 tonnes de bois pour compenser tout ça dans notre jardin, on s'apercevrait que ce serait pas trivial. Bon, ensuite, pour parler de choses qui nous environnent, avec 11 tonnes, qu'est-ce que je peux acheter quelque part, hein? Ça représente quoi? Je peux acheter 700 kilos de bœuf, je peux acheter 27 tonnes de légumes, et je peux parcourir une certaine distance en avion. Alors, tous ces chiffres sont assez largement faux, hein. Vous savez bien que ces ordres de grandeur, c'est pour fixer les idées, tout dépend des consommations des véhicules, mais je peux faire 80 000 kilomètres de trajet avec un moteur fossile, je peux faire plus d'1 million de kilomètres en train, et puis je peux construire 10 mètres carrés de bâtiment. Voilà. Donc ça, c'est des idées pour fixer les choses. Et puis se rappeler aussi, dans les catastrophes environnementales que l'on a, que l'Amazonie, en quelques mois, on a émis à peu près 3 fois les gaz à effet de serre français annuels. Donc ça encore pour poser un peu les chiffres. Alors c'est important parce que si on ne sait pas encore une fois de quels chiffres on parle, on va pas pouvoir progresser. Alors en quoi la construction au sens large, c'est-à-dire l'aménagement de nouveaux territoires, la construction de nouveaux bâtiments ou la rénovation du parc est-elle un sujet? Et ben en fait, c'est intéressant de constater que sur ces 11 tonnes qu'émet un citoyen, si on regarde de près, on va s'apercevoir qu'il y a 4 tonnes en fait qui sont directement liées au quartier, au cadre bâti autour de ce citoyen-là, tout simplement parce que ça interpelle les bâtiments qu'on construit pour lui, les espaces publics, et puis clairement sa mobilité, la manière dont on amène les différents objets du quotidien autour de lui. Alors c'est important de comprendre combien ça pèse. Donc le quartier peut jouer directement sur au moins 4 tonnes et demie, mais la question fondamentale derrière, c'est pas uniquement de savoir ce qui pèse, c'est aussi de savoir où est-ce que j'ai des leviers d'action. Parce que si j'émets du CO2 et que je peux rien y faire, un peu comme quand je respire, c'est une autre question. Et là, c'est intéressant, c'est que les premiers éléments qu'on a nous font dire qu'en fait, on a des leviers d'action extraordinaires autour de nous, et que ce qu'on a aujourd'hui dans un business as usual de 4 tonnes et demie sur la fabrication de nos quartiers, en fait, on peut la descendre à 1 tonne. C'est pas de la science-fiction, quoi. Il y a des leviers autour, mais encore une fois, pour être capable de faire des efforts, il faut comprendre ce que l'on fait. Alors, je reviens et je remartèle encore les choses là-dessus. Puisqu'il s'agit de construire des bâtiments, de rénover, qu'est-ce que je peux m'acheter avec 1 tonne de CO2? Et je pense que là, il faut avoir en tête qu'il y a d'une part ce que je construis, j'achète des matériaux, et chaque matériau a son poids en CO2, et il est très différent des uns aux autres, d'où l'intérêt de bien utiliser les bons matériaux aux bons endroits, de les faire durer le plus longtemps possible aussi. Et puis de l'autre côté, j'exploite, et quand j'exploite un bâtiment, effectivement, l'électricité du réseau, c'est pas la même chose que de l'électricité photovoltaïque. Le fuel, le bois n'ont pas les mêmes impacts, donc je peux jouer aussi avec ces entrants-là. Et puis rappelons-nous aussi qu'il y a toutes les choses qui sont dans le domaine encore plus de l'invisible. On voit pas bien l'électricité qu'on consomme, hein. C'est pas toujours tangible, mais on sait quand même qu'on est branché sur le secteur. Avec le numérique, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a aussi du CO2 partout autour de nous dans des quantités importantes. Donc je rappelle qu'aujourd'hui, le streaming en particulier, les envois de mails ou même le séminaire qu'on fait aujourd'hui a un impact CO2 qui devient significatif. Et dans les usages de nos bâtiments, il faudra être capable aussi d'interpréter ça, hein. Sinon, on fera du smart dans tous les sens, on n'aura pas mesuré le rapport coût-bénéfice de manière efficace. Donc maintenant qu'on a dit ça, c'est aussi important de regarder le parc français qu'on a sous nos yeux, quoi, hein. Rendre ce parc-là neutre en carbone, ce graphique-là a l'intérêt de ramener les choses assez simplement. Vous avez les millions de logements, pour répondre à ta question, Véronique, directement sur la rénovation. Voilà les 32, 33 millions de logements français répartis par leur année de construction et puis regroupés par leur année de construction. On s'aperçoit, par exemple, sans surprise, le parc construit après-guerre, les 25 ans de construction très intensive après-guerre pour reloger les gens et créer des habitats qui n'intégraient pas à l'époque la problématique de la consommation d'énergie. On les voit bien, il y a 20 millions de logements qui se promènent là entre 1950 et 1975, qui constituent notre dette de consommation, parce que c'est des bâtiments qui consomment énormément, 350 kWh de moyenne. Et vous avez tout en bas ce que nous dit le facteur 4, quoi. Le facteur 4, c'est toujours pas la neutralité, mais voilà ce que devrait consommer le parc français en 2050 si on voulait être du facteur 4.
Donc, avec 1% de rénovation du parc, ce sera très compliqué. Vous voyez que nos bâtiments neufs sont dans les clous. Hein. On sait faire des bâtiments neufs aujourd'hui qui sont à peu près dans les clous. Ça suffira pas non plus. Et puis, je redonne encore des choses. C'est le bâtiment, c'est bien, mais pour accéder au bâtiment, il faut de la mobilité. Et aujourd'hui, une épave thermique de 100 mètres carrés, c'est 120 000 km par an de voiture, quoi. Et donc, aussi dans les aides qu'on pourrait avoir ou dans les bons sens, voilà, c'est vrai que la mobilité électrique va être une partie de la solution. Mais avant d'avoir une mobilité qui vous permet d'abattre l'équivalent de 120 000 km par an pour une épave thermique de maison à 4 000 km par an pour une maison neuve, en équivalent de CO2 émis, ben on s'aperçoit du gigantesque levier que représente la rénovation. Parce qu'en fait, on va pouvoir effectivement travailler des choses intéressantes, ne serait-ce qu'en isolant l'enveloppe. Alors, on a en tête que maintenant, ce sujet carbone est suffisamment prégnant pour tout le monde pour qu'on arrive dans une phase en 2020 où ça va devenir un sujet réglementaire. C'est pas anecdotique. Ça va devenir un sujet réglementaire. Donc, on se doute bien qu'à partir de 2021, ça va devenir un sujet pour tout le monde. Et on avait des échanges récemment avec des acteurs de l'immobilier qui, effectivement, étaient assez frappés de mesurer qu'ils n'avaient pas eux-mêmes l'ordre de grandeur de leurs 3 dernières opérations du point de vue du CO2, quoi. L'énergie en exploitation, tout le monde l'a bien en tête. Je fais du 40, je fais du 50 kWh par mètre carré. Par contre, combien de CO2 en exploitation, je ne sais pas. Et l'empreinte globale de mon CO2, je ne sais pas non plus. Donc, cette nouvelle réglementation qui sort, qui pousse clairement l'analyse de cycle de vie comme méthode de base, pour mesurer un peu tout ce qu'on fait, qui de notre point de vue est la bonne méthodologie, parce qu'elle permet de fixer les ordres de grandeur des déchets que je vais générer, des matières premières que je consomme, et du CO2 que j'émets, et donc d'arbitrer mes choix. Est-ce que ma solution me permet d'économiser suffisamment de CO2 en exploitation pour justifier d'un surinvestissement de ce matériau-là ou de ce produit-là dans mon produit? Donc on se doute que cette réglementation qui va viser à massifier l'usage de ces méthodes va nous permettre de comprendre ce que nous sommes en train de fabriquer et donc de mieux progresser. Parce qu'encore une fois, si je ne mesure pas, je ne peux pas progresser, et il ne peut pas y avoir d'offres industrielles, s'il n'y a pas la volonté d'obtenir un résultat sur quelque chose. On pense très fort et on espère très fort, mais c'est ce qui s'est passé pour les réglementations précédentes. Quand j'ai demandé à des bâtiments de consommer moins d'énergie, il y a eu une offre sur les isolants, il y a eu une offre sur les systèmes énergétiques efficaces. Quel va être l'arsenal d'offres qui vont nous permettre de construire bas carbone? On pense qu'elle sera de nature diverses et variées, des technologies bas carbone d'ailleurs, dans un premier temps, des bétons bas carbone, des technologies qui stockent du carbone, comme les matériaux biosourcés, de l'économie circulaire, qui n'est pas une technologie à proprement parler, mais qui va nous permettre, en économisant de la matière et en économisant des procédés de mise en déchetterie, d'être dans une logique d'économiser aussi du CO2. Et attention, encore une fois, c'est pas parce que je veux faire bien en CO2 qu'il faudra oublier qu'il y a tout un tas d'autres sujets d'épuisement de ressources, de performance économique, de santé en ce moment, ça fera que c'est clair pour tout le monde, de confort, de bien-être. Mais en tout cas, ce nouveau dispositif d'analyse du carbone va nous permettre de mettre en lumière tout un tas de choses qui aujourd'hui ne l'étaient pas. Je vais reprendre l'exemple de la mutualisation. Mutualiser des surfaces, jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait rien qui nous incitait à le faire. Donc pourquoi pas avoir 2 surfaces de parking côte à côte, une pour le week-end, une pour la semaine. Personne n'avait en tête que là, j'avais par exemple des émissions de CO2 totalement inutiles. Et donc, pas de volonté ou de possibilité de m'améliorer là-dessus. Julien, je me permets d'intervenir, il faut que tu accélères, il te reste 1 minute. Absolument, c'est quasiment terminé. Ce qui est remarquable, c'est que cette logique du bas carbone va nous amener tous les acteurs à pouvoir se re-questionner et à pouvoir apporter des solutions. Entre là où je vais m'implanter, comment je vais construire, quels matériaux je vais choisir, comment je vais exploiter, quelles solutions technologiques je vais développer, faire un bon résultat en CO2 va vraiment fédérer l'ensemble des acteurs de la filière. Et on le voit aujourd'hui par des... en fait, on le voit tout simplement aujourd'hui par des réponses extrêmement concrètes. Construire ou réhabiliter, faire une analyse de cycle de vie aujourd'hui, c'est s'interroger sur la pertinence de réutiliser des structures existantes plutôt que de vouloir systématiquement tout ramener par terre et reconstruire. Et en même temps, il faut qu'on soit capable de mesurer sur ce que je vais réhabiliter. Est-ce que ça va être à un niveau de performance suffisant pour que cet amortissement de la partie rénovée soit pertinente? Et encore une fois, on sait le caractériser précisément depuis relativement peu de temps.
Il y a des solutions aussi de bon sens qui apparaissent, c'est que je peux aussi utiliser ce qui existe déjà et les structures existantes par de la surélévation, par exemple, qui me permet finalement de mutualiser les fondations et les VRD existants. Je n'ai pas besoin de réinvestir et je crée de la surface à moindre frais et à moindre CO2. De mutualiser autant que possible, et là je crois qu'à l'échelle des bâtiments, il y a des choses à faire, mais à l'échelle des quartiers et des villes existantes, on mesure à quel point c'est tout à fait énorme ce que nous pouvons faire, le nombre de surfaces vides que nous avons en permanence, et on l'a bien vu là avec les problématiques de confinement, où en fait on a des surfaces de bureaux à beaucoup plus d'endroits qu'on ne le pense, et quand on est au bureau, nos logements sont vides. Donc là, il va y avoir des analyses à l'échelle des territoires sur comment mieux mutualiser les surfaces et ne pas construire inutilement. Les gens du chantier sont concernés aussi, et là, c'est sans doute des marges de manœuvre un peu plus limitées, mais pour autant, repenser le transport, repenser l'alimentation des chantiers, repenser la formation des gens qui pilotent tous nos engins qui sont sur les chantiers et qui sont extrêmement gourmands en énergie. Voilà encore autant de possibilités de leviers d'action pour construire bas carbone. Et mon préféré en dernier, le dimensionnement des ouvrages, où là, soyons honnêtes, on est allé toujours au plus vite et au plus rapide, puisqu'effectivement, il n'y avait pas encore une fois volonté de faire mieux, mais on sait aujourd'hui que le choix des bonnes matières, l'optimisation des structures, le choix de matériaux qui nous permettent de garantir les performances un peu plus finement sont là encore autant de leviers de faire des structures beaucoup moins carbonées que ce qu'on fait aujourd'hui, avec probablement d'ailleurs des croisements de technologies comme l'imprimante 3D et des choses comme ça qui nous permettront peut-être de repenser les structures du futur qui aujourd'hui sont quand même le point dur des bâtiments et bas carbone, parce qu'on n'a pas de solution franchement alternative aux structures actuelles. Juste vous rementionner que le bâtiment, certes, représente pour le parc existant un bloc important et que rénover les bâtiments existants va être fondamental, mais que le bâtiment n'est qu'un objet de la ville et que pour bien faire les choses bas carbone, ce n'est pas en faisant des sommes de bâtiments qu'on va s'en sortir, il faut qu'on analyse plus globalement nos territoires et à commencer par les quartiers, les opérations d'aménagement. Donc là, l'occasion de partager avec vous qu'il y a des superbes outils qui sont en train de sortir, développés dans le cadre de l'Institut de transition énergétique Efficacity, qui vont nous permettre de prendre la mesure de ce que je peux faire dans mes démarches d'aménagement avec des outils d'ACV qui vont nous apporter des éléments d'objectivation des consommations d'énergie, d'émissions de gaz à effet de serre, de génération de déchets, et avec des vrais gens qui vont se jeter dans ces opérations-là, de la même manière qu'on l'avait fait pour HQE Performance il y a quelques années maintenant, ou pour E plus témoin, des opérations leaders qui sont fondamentales pour faire avancer la construction. On a besoin de leaders pour que derrière les gens puissent s'engouffrer dans les choses qui marchent. Bah là, on va avoir des opérations pilotes, 8 opérations pilotes qui vont se frotter à l'utilisation de ces nouveaux outils pour nous proposer des quartiers orientés bas carbone. Voilà, Véronique, je pense que j'ai tenu un peu près le chrono et l'objectif était effectivement de planter le décor avec vous. Merci Julien pour ce plantage de décor, effectivement, très intéressant, donc qui nous donne un peu tous les enjeux qui nous donne un peu tous les enjeux à la fois sur. Vous m'entendez, Véronique ? Oui. Très bien. Donc, qui nous donne tous les enjeux. Je voudrais maintenant donner la parole à Laurent Rosset, donc de Novabuilt. Laurent, est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue à la fois d'architecte, d'entrepreneur et de président du cluster du BTP de la région Pays de Loire, avec déjà un premier élément de réponse sur comment est-ce qu'on peut avancer sur le sujet de la rénovation, donc comme Julien l'a rappelé, qui est un des enjeux majeurs, en tout cas dans les pays développés comme la France. Tout à fait. Donc, je vais illustrer mon propos. Bon, je m'inscris déjà tout à fait dans ce qui a été dit. Je vais illustrer mon propos par 3 exemples qui manifestent en Pays de la Loire, où Novabuilt est le cluster de l'éco-construction, où on accompagne notre filière avec plus de 400 adhérents. Donc, juste en introduction, 3 notions que je voulais reprendre, enfin qui ont été en partie évoquées, mais qui me paraissent assez essentielles de mettre en avant. Alors c'est la diapo où on a le triptyque, où on a l'État, l'entreprise et le citoyen. C'est juste avant Véronique peut-être. Voilà. Donc sur cette diapositive là, mais on reprend un peu les grandes notions qui ont été abordées.
il est essentiel de bien analyser la situation, de voir que si on veut arriver à respecter la trajectoire carbone des accords de Paris, hein, qui peuvent maintenir un climat acceptable, en fait, on est vraiment sur un enjeu à trois dimensions, hein, le triptyque État, citoyen, entreprise, et les trois doivent marcher ensemble, à savoir, il est nécessaire que l'État fixe des règles et des lois, je dirais, en faveur d'une transition environnementale. Je souligne cet aspect-là à l'aune de la reprise verte ou la relance verte, hein, puisque on voit que plusieurs obédiences peuvent s'opposer. On est désengagé et on sait que au moment où on se parle, il est essentiel que les investissements, les aides de l'État flèchent bien vers une réorientation de l'économie en faveur de l'environnement. Et à ce titre-là, on peut être d'une certaine forme de dumping environnemental qui pourra avoir lieu, cette fois-ci de la part des entreprises qui sont dans une certaine forme de difficulté financière aujourd'hui, économique. Et donc, il ne faudrait pas que l'environnement soit le parent pauvre. Donc, si on a bien l'État qui fixe les règles environnementales, si on a bien des entreprises engagées, n'oublions pas l'aspect citoyen, hein, ça a été dit tout à l'heure, qui est une part de l'effort carbone qu'il faut faire. Voilà. Donc, si après on prend la diapositive suivante, on peut voir, Véronique, le graphique que je vous propose. Je ne sais pas si le diapositive passe. Si c'est bon là. Voilà, c'est la diapositive d'après. C'est la suivante en fait. Pardon. Donc, sur la suivante. Voilà, le temps qu'elle arrive. Voilà, donc là, c'est un petit graphique qui, à la fois, met une échelle de temps en bas et puis une échelle d'importance sur leurs données. Vous avez la trajectoire essence et la trajectoire carbone qu'il faudrait que l'on respecte dans notre secteur, hein. Et puis, vous avez une courbe rouge avec une tendance à l'accentuation des problématiques liées au dérèglement, hein, qu'ils soient sanitaires ou climatiques. Et puis, vous avez une perception par le société qui a un peu de retard à l'allumage. J'avais fait ce graphique, et je m'étais dit le point où on va converger, où on sera tous d'accord qu'aucun projet ne peut pas, tout projet doit être absolument en développement durable. Je m'étais dit, on sera tous d'accord là-dessus après 2040. J'aurais tendance aujourd'hui à dire que l'accélération des choses fait que on sent quand même que la société a envie qu'on lui propose une économie soutenable et durable. Donc, ce graphique-là pour dire que, en tout cas, on s'inscrit dans un mouvement général de la société qui veut absolument qu'on lui propose d'autres solutions techniques, d'autres solutions, d'autres concepts, d'autres façons d'aménager la ville, de faire de l'environnement, puisque la prise de conscience est de plus en plus forte des problématiques qu'engagent les dérèglements. Alors, si on vient maintenant aux exemples, donc c'est la première exemple qu'on voulait évoquer avec ce qui se passe en Pays de la Loire et qu'on vit tous les jours, c'est déjà ce qu'on appelle la rénovation bas carbone. C'est-à-dire qu'on a lancé en Pays de la Loire la démarche Energy Strong, hein, que beaucoup connaissent, donc avec une idée de volume. J'insiste là-dessus parce que ça a été dit précédemment, rien n'est possible si on veut transformer un système économique s'il n'y a pas en fait une forme de massification pour que les filières s'organisent. Et là, en l'occurrence sur cet exemple, qui est, je pense, extrêmement intéressant, donc vous connaissez Greenflex, qui est le cabinet qui en France propose de massifier la rénovation énergétique justement en organisant, je dirais, localement en région des opérations, non pas pilotes, mais de massification, hein. Et ici, en Pays de la Loire, avec Novabuild qui accompagne ce mouvement, on a eu l'opportunité avec l'Union régionale des bailleurs sociaux de proposer non pas de faire des tests de rénovation thermique via le cocktail Energy Strong bâtiment par bâtiment, mais en fait, c'est créer une véritable coopérative d'achat. À savoir qu'on a plus d'une dizaine de bailleurs sociaux qui se sont réunis et qui ont mis en commun toutes leurs opérations qui étaient programmées de rénovation thermique. Et on a commencé donc à proposer non plus 10 ou 15 ou 20 logements à rénover, 1000 logements
sur un monomarché. Et quand vous faites ça, en fait, vous structurez une filière. On a eu une mobilisation professionnelle assez remarquable avec du coup un club qu'on a appelé le club qu'on a monté avec des réunions techniques pour une montée en compétences des entreprises sur ce qu'on attendait dans Energy Strong. Vous savez que c'est un engagement de consommation énergétique sur 30 ans, avec une subvention via l'Europe, via les CE, mais globalement, un niveau de performance qui est attendu extrêmement élevé. Et on est tout à fait… les réponses aux premiers appels d'offres sont nombreuses. L'effet volume est en train de fonctionner puisque des consortiums se sont montés, consortiums de compétences, avec des entreprises qui ont compris que le marché n'allait plus être, je dirais, assez hétérogène, mais qu'on était vraiment sur une massification par cet effet de volume. Donc ça, c'est le premier exemple que je voulais citer. Et puis, en insistant bien, on est dans le cadre de Energy Strong avec un niveau BC Rénovation qui impose une consommation énergétique à la fin extrêmement basse. Le deuxième exemple que… Je vous demandais d'accélérer un petit peu, Laurent, aussi. Voilà, j'accélère un peu. C'est l'exemple. Alors, la Fleuria Carrefour, là, on n'est plus dans la rénovation, on est dans le neuf. On est dans le neuf et dans le passif. C'est la plus grande opération non subventionnée d'ailleurs, qui regroupe 600 logements et qui a aujourd'hui un label Passive House. Alors, comment ça s'est passé? Alors, il y a eu aussi cet effet de volume que je citais tout à l'heure dans Energy Strong. On a cette fois-ci un aménageur qui est Loire-Atlantique Développement, qui à la fois a proposé un quartier assez vaste, mais il a associé ça à une véritable connaissance sur l'aspect énergétique. C'est-à-dire que l'aménageur, il amène du volume et une connaissance. Et ce qu'il a fait, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que l'ensemble des toitures qui sont munies de panneaux photovoltaïques ont été libérées du projet d'aménagement. C'est-à-dire que les aménageurs de logements à s'inscrire dans cette opération avec des façades extrêmement performantes, etc. Mais l'aspect production d'énergie sur site a été confié à des tiers opérateurs. Et ça, c'est, je dirais, l'effet d'un aménageur qui avait de mettre du volume et aussi la connaissance pour jamais flancher dans cette ambition. Et aujourd'hui, on peut visiter ce quartier qui est assez étonnant et qui fonctionne aussi en synergie avec du tertiaire, avec un club hippique, où on a un exemple non financé, non subventionné, d'une opération passive dans la banlieue de Nantes qui fonctionne. Le dernier exemple, alors là, il concerne le territoire. On est dans l'exemple de Pirmille-les-Îles. Alors, Pirmille-les-Îles, c'est quoi? C'est plusieurs dizaines d'hectares qui vont être livrés à l'aménagement immédiatement en dessous de Nantes. C'est à Rezé exactement, juste la banlieue la plus proche du centre-ville de Nantes, qui était un ancien site industriel. Donc, on pourrait dire que c'est le dernier grand quartier d'aménagement après l'île de Nantes qui va être proposé à la construction dans les prochaines années. Et là, Nantes Métropole, par l'intermédiaire du MITSEM, a lancé un projet où on est dans une idée d'ultra bas carbone, avec là une échelle qui a permis de mettre autour de la table les trois grandes entités qui permettent de faire avancer les choses. La première, c'est l'urbaniste, l'aménageur, très impliqué dans cette opération-là. Les constructeurs, bien entendu, avec toute la filière. On est en train de questionner la manufacture. Et aussi un volet paysagiste, un paysager extrêmement important parce qu'on est dans une idée bien sûr, de lutter contre les… Et là, Novabuild a un rôle de forme de garant du pas de côté. Et pour vous citer quelques exemples, on est aujourd'hui, après un an de démarrage de ce projet, encore dans la mobilisation des filières, dans la constitution de solutions clés en main sur étagère ultra bas carbone, où on questionne la provenance des matériaux, la transformation des matériaux, le transport des matériaux, alors qu'il n'y a encore aucun terrain qui est vraiment livré à la créativité des promoteurs. Donc, on est dans une structuration différente de ce qu'on connaît en France pour l'instant, avec là aussi un effet de volume, puisque c'est extrêmement vaste, une grande mobilisation du territoire, avec, je le disais, un aménageur, des constructeurs et un volet paysagiste qui permet d'espérer
demain mettre véritablement en place des solutions constructives et en termes d'aménagement décarbonées avec cet effet de volume. Merci. Voilà en quelques mots et en quelques exemples. Merci beaucoup Laurent pour ces 3 exemples, donc à la fois de rénovation de bâtiments zéro énergie, et de bas carbone. Je voulais juste ajouter que le quartier de la Fleurier est présent sur la base de données de cas construction 21, donc dans la rubrique quartier. Et puis on a également plusieurs bâtiments Energy Sprong qui sont pas forcément tous en Pays de Loire, mais en tout cas sur lesquels vous pouvez rentrer avec un peu plus de détails sur ces bâtiments rénovés dans une approche un peu industrialisée et surtout de performances très importantes. Merci encore Laurent pour votre éclairage. Alors maintenant, Marc, je voudrais te demander de nous apporter ta vision à toi et surtout de nous parler des projets que tu as pu développer et comment tu réponds à la question et de la rénovation et du bâtiment neuf zéro énergie et du bas carbone. Bon, donc après ces 2 brillants intervenants, ça va être quand même assez difficile. Mais bon, je pense que j'ai pas mal de choses à dire. Effectivement, la rénovation, c'est un enjeu très lourd. La rénovation permet entre autres d'éviter l'étalement urbain, qui est quand même un vrai enjeu pour demain. On ne peut pas continuer indéfiniment à conquérir les espaces qui sont nourriciers, hein, et détruire la biodiversité. Donc ça, c'est un enjeu majeur qui introduit un peu mon sujet. Je pense que je suis assez réservé sur les focus exclusifs bas carbone et énergie. Il faut rentrer ça dans un écosystème un peu plus global. Et je trouve, en tout cas, s'il y a une action à mener, c'est mettre en place des stratégies qui permettent à tout un chacun de concevoir et de réaliser ses projets. Donc, bien entendu que le carbone isolé, c'est nécessaire, réduire ses consommations d'énergie, c'est nécessaire. Julien l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas se contenter de ça, il va falloir mettre en place une vision un peu plus systémique. Et on n'est pas, si on décarbone la France, c'est très bien, mais il faut aussi élargir un peu le sujet. Nos produits, pour une partie en tout cas, sont importés. Quels sont les impacts à la source et quels sont les services rendus au final. Donc ça, c'est les enjeux. Rénover, pour moi aussi, c'est effectivement, ça a été dit tout à l'heure, c'est un enjeu formidable. Hein, c'est au regard de la construction neuve qui est marginale, de renouvellement par an. Mais il y a aussi donc la surélévation qui a été évoquée. Et puis on travaille, nous, sur des projets, puisqu'on est bâtisseurs, hein, on travaille sur des projets où on va aussi conquérir le dessous. Ça se fait déjà dans pas mal de pays. On construit dessus, on construit dessous. Donc on a des projets de surélévation de bâtiments bas carbone, en bois, en construction hors site, aussi pour réduire l'impact carbone. La construction hors site, c'est qu'on préfabrique le plus en atelier pour réduire les transports, les allers-retours, les productions de déchets et construire de manière plus qualitative. Mais pas que. C'est aussi aller construire dessous. Donc, on va chercher maintenant des surfaces au R-1. Alors, je prends quelques exemples de projets. Là, on a un projet en cours où on va gagner 12% de surface au N-1 en gagnant effectivement en rentabilité pour le promoteur, parce que le promoteur aujourd'hui, il veut une opération économiquement viable et c'est un des sujets aussi. Pour aller loin dans le bas carbone, il faut que les projets s'ancrent dans la réalité économique. Donc, on va vers ce type d'opération où on va conquérir les sous-sols. On va aussi sur des bâtiments, on va s'attaquer aussi aux bâtiments qui effraient tout le monde, aux passoires thermiques. Donc, on a fait, et j'en parlerai tout à l'heure, d'un bâtiment qui était une épave thermique des années 70, une rénovation à énergie positive avec stockage saisonnier. Tout ça dans une dimension économiquement viable et avec une vision plus systémique, que j'évoquerai un peu tout à l'heure. Toujours dans cette notion de vision globale, je vais prendre un exemple. C'est bien de réduire les émissions de CO2, mais on parle peu des puits de carbone que sont la mer et les forêts. Bon, la mer, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais les forêts, quand on construit en bois, il faut qu'on soit quand même un peu vigilant sur la traçabilité et la mode de gestion des forêts. Donc, il faut vraiment insister là-dessus. Je vois encore aujourd'hui arriver des produits sur des chantiers dont la traçabilité n'est pas tout à fait
n'est pas tout à fait un modèle, voilà, d'exemplarité de ce qu'il faudrait faire. Est-ce que tu veux nous présenter un peu plus en détail le projet KTR, Marc, qui est un projet exemplaire à plus d'un titre, oui, bah, je peux, sur lequel tu as quelques je diapos? peux, je peux vous le présenter. Alors là, les diapos sont, je ne sais pas dans quel sens elles ont été posées, mais peu importe. Bah, je vais vous montrer déjà peut-être. C'est intéressant. C'est pas moi qui ai mis ça en affiche, mais quelque chose qui a été constaté, puisqu'on, au-delà de labelliser, on s'intéresse beaucoup à la mesure. Donc, on mesure ce qu'on fait. Alors, on mesure la performance énergétique, évidemment, mais aussi on mesure l'indice de satisfaction des usagers, qui est pour nous quand même, faut quand même pas l'oublier, dans toutes ces solutions technologiques, que c'est quand même l'usager qui est notre sujet principal et la fonction du lieu pour ce qui est des entreprises. Donc, sur ce bâtiment, donc, on est parti d'une coque en métal et en 11 mois, on est arrivé là, voilà, avec ces résultats. En juin 2019, on avait une forte canicule, je suis près de Lyon, hein, 40 degrés dehors, température intérieure du bâtiment stable jour et nuit, aux environs de 23 à 24 degrés. On a même remonté un peu la température parce que les usagers trouvaient parfois que c'était un peu frais. Et tout ça sans consommer d'énergie. On voit la courbe rouge, qui est la puissance générale électrique absorbée, là. Et on voit la courbe verte qui représente une toute petite surface de panneaux en autoconsommation. En gros, pour traduire cette courbe, on a gagné 17 degrés au mois de juin 2019 entre la température extérieure et la température intérieure, en produisant plus d'énergie qu'on en consommait, avec une toute petite surface de panneaux en autoconsommation, et sans mettre des coûts de travaux pharaoniques. Alors, comment on a fait? Alors, si je peux modifier, je peux déplacer les slides, Oui, avec les flèches à droite et gauche. Ok, très bien. Donc, j'espère voir les photos du bâtiment. Alors, comment on a fait? Alors, la solution est simple. Évidemment, on a travaillé sur de l'architecture bioclimatique. Donc, on a travaillé sur l'enveloppe, la protection de l'enveloppe. On a travaillé sur on a retardé le flux de chaleur avec un déphasage thermique assez important en ne recourant qu'à des matériaux biosourcés produits en France, fabriqués en France, et en utilisant nos deux meilleurs amis que sont le Soleil et la Terre. En gros, pour faire simple, pour décarboner le bâtiment, on dispose de beaucoup d'énergie en été. Cette énergie, nous sommes allés la stocker dans le meilleur complice, en tout cas, qui est la Terre, et via des sondes géothermiques qui étaient creusées à 150 mètres de profondeur. Donc, on est allé l'été, nous stockons les calories dans la roche, dans une roche compacte à 150 mètres de profondeur, pour la saison suivante de chauffage. Et pour refroidir le bâtiment, en été, l'eau va circuler au travers de ces sondes et venir refroidir le bâtiment via des planchers réversibles. Pour des technicités particulières, je ne vais pas rentrer dans le détail, ce qui nous permet d'avoir une consommation totalement effacée d'énergie en été pour rafraîchir le bâtiment. Et vous avez vu les écarts de température, c'était quand même pas anecdotique. Alors, là, il y a une toute petite PAC, c'est une PAC de la taille de celle d'une petite maison individuelle, dont les consommations sont effacées par une cinquantaine de mètres carrés de panneaux en autoconsommation. Voilà. Alors, comment stockons-nous, récupérons cette énergie solaire au travers de panneaux hybrides qui produisent de l'électricité et de l'eau chaude. Donc, ces panneaux sont des panneaux donc avec une double fonction. Sur le dessus, on a la production photovoltaïque qui est optimisée par l'eau qui passe sous les panneaux et qui refroidit les panneaux, augmentant ainsi la production photovoltaïque. Cette eau chaude est envoyée directement dans les sondes géothermiques et ils vont permettre de constituer un réservoir de calories. Voilà, donc le process est vraiment extrêmement simple et on arrive à des niveaux de performance qui nous ont même surpris, qui sont mesurés aujourd'hui, confirmés. Alors, on dépasse largement les niveaux E4, C2, des BPOS, etc., qui sont des niveaux référents, puisqu'on est aussi également dans une démarche bas carbone sur le choix des matériaux, mais on ne s'est pas contenté de choisir des matériaux avec une caractéristique bas carbone.
dans toute notre démarche, on s'intéresse à la traçabilité des produits, leur provenance, et surtout, on fait de chacun de nos projets un chantier école. Donc, il y a des formations qui sont organisées in situ pour les différents acteurs du projet. On parle ensemble de bas carbone, on parle de qualité de l'air, on parle de l'intérêt de l'étanchéité à l'air avec les ouvriers. Tout le monde est sur le chantier et les cadres des entreprises. C'est pour nous un enjeu majeur puisqu'on parlait aujourd'hui comment arriver à décarboner nos bâtiments d'ici 2050. Je pense qu'il va falloir accélérer la formation et puis utiliser quand même les chantiers comme support potentiel comme support. Ça, c'était, voilà, donc il y a quelques images. Ça, c'était avant. Donc, vous voyez le bâtiment, on en a des milliers de mètres carrés en France, comme ça. J'étais avec mon client qui était un peu dubitatif en me disant, là, tu as 3 mois, 4 mois pour faire le projet et dans 17 mois, on déménage. Donc, 11 mois de chantier, 6 mois de projet. Ça, c'est le chantier des sondes géothermiques, parce que beaucoup en parlent, peu savent ce que c'est. Donc, il n'y a pas d'impact écologique. Pour ce petit bâtiment qui est de 1000 mètres carrés, mais on aurait pu faire 10 000 de la même manière, on a 4 sondes géothermiques de 150 mètres de profondeur qui sont creusées et qui ont un zéro impact écologique. Je ne rentre pas dans le détail, mais on a été extrêmement vigilants sur le sujet. Et plus le terrain est compact, plus c'est intéressant, puisqu'on a encore plus de capacité de stockage. Pour votre information, le terrain, à 150 mètres de profondeur, la température est constante, elle est de l'ordre de 13 à 14 degrés. Et lors du chauffage intersaisonnier, lors du stockage intersaisonnier de calories, on remonte de 3 ou 4 degrés, voire maximum 5 degrés, sur un tout petit périmètre autour des sondes. Donc 4 sondes qui ont disparu sous un parking sans enrobé. Voilà, le bâtiment aujourd'hui, il est en fonction. Hein, et au-delà de… Excusez-moi. Au-delà de faire un bâtiment extrêmement performant, c'est un lieu de vie. Vous verrez qu'il est extrêmement vitré. Donc, on dépasse évidemment toutes les références de surface vitrée dans ce type de bâtiment. On a privilégié quand même la qualité de vie des usagers, sachant que pour nous, l'énergie était gratuite. Écoutez, on a quand même privilégié la qualité de vie en créant aussi un environnement agréable, en créant des jardins potagers, en régénérant la biodiversité et en sensibilisant, et ça c'est pour nous très important, les usagers du bâtiment à l'importance de la biodiversité. Donc ils ont un jardin où ils agissent et ils traitent leur jardin avec une approche en permaculture. Et ils étaient peu nombreux au départ, maintenant tout le monde participe. Là, cette année, ils vont planter du houblon pour faire de la bière. Ils récoltent leur miel eux-mêmes. Et on a créé une dynamique de sensibilisation des occupants, des usagers du bâtiment, puisqu'on en parlait tout à l'heure, qui ont décidé maintenant de venir ou en vélo ou en voiture électrique, puisque la mobilité fait partie de nos projets, et recharger nos voitures. On voit une voiture en charge qui est rechargée par des panneaux en autoconsommation. Parce qu'on ne peut pas dissocier, encore une fois, il faut avoir une vision plus globale, on ne peut pas dissocier le bâtiment de son usage et des notions de mobilité qui font partie des gros enjeux de demain. Voilà, j'en resterai là puisque je pense que je n'ai pas beaucoup de temps. Ça, c'est juste pour en terminer. Je montre juste ce petit graphique pour dire que dans notre démarche, on essaye de bâtiments bas carbone, on essaye de prendre en considération l'ensemble des paramètres qui font que demain, la Terre sera encore vivable. Voilà. Merci. J'ai essayé d'être le plus bref possible, mais il nous aurait fallu à tous 8 heures ou 10 heures pour dire tout ce qu'on avait à dire. Merci beaucoup, Marc. Et on retient effectivement de ton intervention que ce qui est important, c'est d'avoir une démarche globale et effectivement, et pas s'intéresser uniquement soit à l'énergie, soit au carbone, et qu'il faut bien avoir tous ces enjeux-là en tête et essayer de faire les arbitrages les plus efficaces possibles. Ce que je vous propose peut-être, il nous reste une dizaine de minutes. Je vais juste rajouter ce qui vient d'être dit là. Je trouve ça effectivement, ça complète ce qui a été dit. Et effectivement, on se rend compte que dans le cadre d'une relance verte, l'importance d'impliquer le citoyen, hein, nos concitoyens, et je m'inscris même dedans, hein, où finalement, à force de parler en statistiques, en dette ou en euros, sur la trajectoire carbone, sur la maîtrise du climat, c'est un peu compliqué pour les gens qui ne sont pas experts.
Et quand on parle d'une relance verte et qu'on commence à indiquer en quoi ça peut changer son mode de vie, et je suis bien d'accord avec ce qui vient d'être dit, et le bâtiment, c'est une partie, il y a bien sûr les habitudes autour et les mobilités autour, etc., hein, c'est global. Et quand on commence à expliquer aux gens qu'une relance verte, ça peut vouloir dire des changements de façon de vivre sa vie privée et de façon de vivre sa vie pro, hein, avec des métiers qui sont différents, qui sont nouveaux, parler de choses réelles, de choses vraies. Et on a, juste pour signaler cette idée aussi de ramener finalement ces transformations à l'échelle du citoyen, ramener tout simplement à un effet mesure, hein, mesure toute simple de l'énergie ou de équivalent carbone, hein, que ça peut économiser quand on change dans sa façon de vivre au quotidien, en privé ou en pro. Et là, on voit qu'on implique beaucoup plus. Et finalement, comme les marchés ne font que répondre aux attentes des consommateurs, on voit aussi que ça peut flécher de nouvelles typologies d'aménagement, nouvelles typologies de construction, parce que le marché fait un lien direct entre large, hein, de mobilité, de logement, de produits, de services, et l'impact carbone, qui n'est qu'une somme d'émissions individuelles fois le nombre de concitoyens par pays. Et donc on voit aussi l'importance quelque part de cette éducation carbone. Et là aussi, on insiste beaucoup. Ça fait partie de la relance verte sur l'aspect, on n'a pas abordé ce matin, mais d'éducation dès plus jeune âge, et aussi dans les écoles de tout niveau, y compris dans les écoles supérieures, parce que les générations qui arrivent auront fait ce lien, et bien plus on aura une facilité à finalement aller vers une économie sûrement plus sobre, peut-être moins orientée vers la croissance PIB, mais sur une croissance durable. C'est clair. Enfin, Marc, vous parlait tout à l'heure du fait que pour décarboner le bâtiment d'ici 2050, il fallait qu'on forme les professionnels. Et tu partageais ton expérience de formation sur les chantiers. Effectivement, on voit bien qu'il y a un enjeu à la fois de formation et d'information, parce que tout simplement, on a besoin pour avancer que à la fois on ait des maîtres d'ouvrage qui soient particuliers aux professionnels, qui puissent élever leur niveau d'exigence et puis savoir déjà de quoi ils peuvent rêver, qu'est-ce qu'ils peuvent demander tout simplement. Et puis de côté des professionnels, effectivement, une capacité à mettre en œuvre des projets qui soient beaucoup plus performants. Je vous propose peut-être de prendre une question. On a plusieurs questions. On va essayer. On n'aura pas forcément le temps de répondre à toutes. On répondra par écrit pour les questions qui sont très techniques. Mais par contre, sur l'objectif, une question de Jean L qui nous dit objectif 500 000 rénovations par an, à peine 100 000 réalisées. Le plan de rénovation thermique n'arrive toujours pas à décoller. Comment faire? Donc, quelle serait pour vous la réponse à apporter pour arriver enfin à faire décoller ce plan de rénovation thermique dont on sent qu'il pourrait être un des axes forts du plan de relance verte du gouvernement? Je peux dire un mot là-dessus. Je ne sais pas lequel de vous trois veut commencer. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je l'avais un peu esquissé dans. Oui, vas-y, Julien. Pendant que. Mais pour moi, il y a 3 blocs fondamentaux pour que ça change sur la rénovation. Le premier, c'est qu'il faut donner envie aux gens. Quand il a fallu équiper tous les citoyens avec un smartphone, ça n'a pas été long, parce que les gens, ils ont envie, donc ils l'ont pris. Si on ne donne pas envie aux gens, il y aura un problème. Et la rénovation, aujourd'hui, elle n'est pas désirable. Par contre, si j'ai 20 000 euros, je vais mettre une piscine dans mon jardin. Mais rénover l'ensemble de la maison, ce n'est pas un truc qui fait rêver les gens aujourd'hui. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faudrait donner envie aussi dans le processus, c'est-à-dire qui m'accompagne, est-ce que c'est sympathique d'aller faire ça? Et je pense que les gens, c'est une démarche sympathique d'aller chez un concessionnaire changer de véhicule, mais s'engager dans un processus de construction, c'est pas sympathique aujourd'hui. Je sais même pas d'ailleurs qui je dois aller voir. Encore une fois, j'aime bien raisonner maison individuelle parce que ça fixe les idées, ou logement individuel, mais c'est des sujets simples. Qui je vais voir pour rénover mon logement? Comment je m'y prends? C'est compliqué pour une maison individuelle, c'est infernal pour du logement collectif, encore plus dans les copropriétés, etc., etc. Et le troisième sujet, il faut se le dire aussi, on n'a pas les bras, on n'a pas les gens formés, mais on n'a même pas le volume de gens pour faire. C'est-à-dire que si demain matin, on prenait une décision extrêmement simple de dire toutes les maisons individuelles que je remets en circulation, c'est la moitié du parc,
je les remets en circulation, j'oblige à la rénovation. Admettons qu'on fasse ce simple truc-là, uniquement les classes mauvaises, hein, les épaves thermiques. Juste faire ça aujourd'hui, j'ai pas les bras, je ne pourrais mécaniquement pas le faire, j'ai pas les entreprises, j'ai pas les artisans, j'ai pas les solutions technologiques pour le faire rapidement. Donc en fait, je suis embuté dans un système où je ne veux pas le faire, j'ai pas très envie de le faire. Si jamais j'avais vraiment envie de l'acheter, j'ai pas trop confiance dans le dispositif. Et en vrai, il n'y a pas les bras. Donc c'est, de mon point de vue, bloqué sur 3 sujets. Et alors, peut-être pour Laurent et Marc, pour nous donner un peu d'espoir, comment débloquer ces 3 sujets? J'en conviens. Il n'y a pas de désespoir dans ce que j'entends. Hein. Il y a une réalité. On pourrait compléter en disant que vous avez peut-être entendu parler aussi de propositions de loi qui ne sont pas encore actées, mais où on pourrait avoir une incitation fiscale intéressante à la revente des biens. Par exemple, on pourrait imaginer qu'un bien qui est mis sur le marché, il y a une partie de la somme obtenue par le vendeur qui est réservée à la rénovation énergétique. Ou par exemple, l'acheteur, lui, aurait un avantage à rénover quand il acquiert un nouveau bien immobilier par le fait que fiscalement, de la vente est gelée chez le notaire en attendant la preuve de la mise en œuvre de la rénovation. Donc ça, on peut dire aujourd'hui, fiscalement, il n'y a pas grand-chose qui est fait pour ça. J'en reviens un petit peu aux lois qui permettent d'avancer plus vite. Mais là où je m'inscris, c'est sur l'idée que la rénovation thermique, aujourd'hui, elle est abordée sur un aspect assez technique, sans réellement montrer ou démontrer aux consommateurs les avantages complémentaires qu'ils pourraient en tirer. Or, on sait qu'avec le dérèglement climatique, déjà sur une question de confort d'été, hein, et non pas d'hiver pour le coup, sur une question de confort d'été, on peut arriver à démontrer assez facilement, je pense que le confinement va d'ailleurs aider à faire comprendre ça encore mieux, qu'une rénovation peut être un élément extrêmement intéressant lorsqu'on a à rester chez soi et éventuellement en période un peu chaude. Mais j'associerai à cette idée que finalement, le travail de désirabilité qui a été évoqué, il peut s'opérer aussi en amenant, en plus de la rénovation énergétique, une valeur complémentaire au bien qui va au-delà de l'énergie. Hein, parce qu'on peut imaginer des qualités esthétiques en traitement intérieur ou extérieur du bâti. On peut aussi imaginer qu'en complément de la rénovation thermique, énergétique, il se passe que le bien a des usages qui sont additifs, des espaces qui sont complétés, ou bien des fonctionnalités nouvelles, des usages nouveaux. Et là, je pense que aussi, il faut désiloter notre système, c'est-à-dire que c'est une approche globale et le désir de rénovation peut s'opérer aussi en créant de la valeur en complément des consommations énergétiques qu'on aura limitées. Et ça, je pense que là, les architectes, hein, j'aime bien parler d'architecture, vous savez, les architectes ont un rôle à jouer dans ce lien entre le désir et la technique. Merci Laurent. Marc, en complément? Oui, je suis assez globalement d'accord. Moi, je pense qu'il faut associer toutes les professions. Il faut que toutes les professions de la maîtrise d'œuvre et les entreprises soient associées à la conception des projets. Je pense qu'il faut donner envie, ça c'est une grande évidence. Et il faut bien rappeler aux gens que, parce que ce qui les intéresse, hein, c'est pas le bas carbone, il est de baisser leur étiquette énergétique. Hein. Ce qui les intéresse, c'est d'être un peu plus heureux et puis de se sentir bien dans leur espace de vie ou de travail. Donc, il faut bien être conscient de ça. Mais aussi, il faut leur dire qu'il y a un potentiel de création d'emplois qui est énorme en France et que ça peut relancer l'économie. On a des gens qui fabriquent en Bretagne des bioplastiques qui sont utilisés pour faire des cosmétiques. Ces gens-là, ils pourraient nous faire des tuyaux à la place de nos tuyaux PVC sur les chantiers. Il faudrait peut-être les aider, quoi. Il y a un potentiel en France entre les biogaz, tout ce que vous jetez à la poubelle, là, vos déchets, etc., qui est à exploiter. On peut créer des centaines, voire des milliers d'emplois assez rapidement. Et je pense que les gens seront sensibles si on leur dit que la relance verte, ça va créer des emplois. Et c'est factuel. Et voilà comment, de quelle manière on peut les créer. Et ça, je pense que ça fera bouger les choses. Ça, c'est un petit peu politique, ça. Donc, il faudrait peut-être qu'il se passe un peu. Il y a des gens qui se réveillent un petit peu. Alors, on commence à en parler depuis quelques jours. On verra. Écoutez, il est juste mis. Ça revient à ce que je disais, montrer aux gens en quoi ça change leur métier et en quoi ça crée des nouveaux métiers. Et voilà, sortir des statistiques, montrer concrètement la transition, qu'est-ce que ça amène de nouveau dans sa
Là, il faut, et peut-être que nous sommes encore trop techniciens pour raconter cette histoire, et il faut se faire aider aussi de professions qui maîtrisent mieux ces éléments de langage, parce que bon, finalement, on parle aussi, nous, entre experts, entre engagés, mais on a sûrement aussi besoin de professions complémentaires aux nôtres pour expliquer finalement tout l'intérêt. C'est vrai. Merci à tous. Il est midi, donc nous allons clôturer ce webinaire. Merci infiniment pour tous vos apports. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais on y répondra par écrit. Vous pourrez accéder sur le replay, donc vous aurez un accès à toutes les questions. On va y répondre par écrit. On va demander à nos orateurs de nous fournir les réponses. Si je devais conclure dans le cadre de cette journée relance verte, où justement se posent des questions et on essaye de pousser les solutions vertes pour faire que les milliards qui vont être investis dans l'économie pour réduire les effets négatifs de la récession puissent être investis dans une approche la plus verte possible. Donc moi, je retiens de tout ce que vous nous avez dit les uns et les autres que d'abord, il faudrait arriver à donner plus envie. Donc être capable d'expliquer davantage les bénéfices et pas seulement de parler technique. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à sortir de notre cercle d'initiés donc avec tous ces professionnels engagés dont vous faites partie qui font déjà énormément de choses, mais vous êtes malheureusement encore trop peu nombreux. Donc on comprend bien qu'on a besoin de développer la communication et les échanges entre à la fois les professionnels, mais aussi en direction des particuliers et de tous les maîtres d'ouvrage. Donc là, il y a un gros sujet sur l'information, sur la communication et sur la formation des professionnels pour qu'on soit capable de répondre aux besoins quand tout le monde aura très envie de rénover son logement. En tout cas, je vous remercie infiniment pour vos présentations et pour vos témoignages et vos partages d'expérience. Je remercie nos auditeurs et puis je vous donne rendez-vous pour cet après-midi pour d'autres webinaires sur le thème de la relance verte et puis sur Construction 21 pour compléter votre information sur tous les sujets que nous avons évoqués ce matin. Merci à tous et très bonne journée. Merci. Merci Véronique pour l'animation. Merci à tous. Merci. Alors, il faut maintenant que j'enregistre le séminaire. Non, c'est bon.